volcan a une particularité. Un, il s'appelle la Corne de Dieu, et deux, il y a une barrière quasi infranchissable qui est une source qui se trouve à environ 1200 mètres sous la cabane que s'est construite Théo. C'est un site entre les gens du coin, les gens de la forêt, etc. On ne franchit pas cette source, à moins d'être parfaitement pur. Sinon, on risque de disparaître. Donc c'est un peu, voilà, c'est un endroit, tout était parfaitement immobile. C'était une journée claire comme un verre d'eau pure. Seule une nappe de nuages stagnait, comme souvent, à mi-hauteur de la montagne. C'est là qu'il l'avait aperçue avec sa robe rouge, 100 mètres en contrebas. Elle ramassait des baies, sans doute, sur de pauvres et maigres buissons. Il l'avait déjà croisée au village. Chaque fois, elle marchait vite, bien droite, le front baissé toujours, son visage caché derrière de longs cheveux noirs. Elle était svelte, sa silhouette de jeune femme surprenait au milieu de celui de vieux lézard qu'était Maya Kumra. Impossible de ne pas la remarquer dans ce trou où il y a si peu de femmes, pas l'ombre d'un enfant. Impossible aussi de l'approcher, toujours vrai. Elle semble fuir en permanence, évite le coquinos. Alors le coquinos, c'est un bistrot, restaurant qui fournit toutes sortes de choses. Où seul Moreno, le mari, donc son mari, traîne quelquefois des journées entières avec les autres hommes. Théo s'était demandé ce qu'elle faisait là, si haut. Elle aussi l'avait vue. La distance qui les séparait était comme une infranchissable frontière. Ils étaient comme deux animaux, nés au vent, regard fixe, curieux, jaugeant leur espèce, se demandant s'ils pouvaient s'approcher ou s'il valait mieux détailler. Feignant l'indifférence, Théo s'était remis, courbé, à détailler les pierres qui l'entouraient, levant parfois les yeux sur cette tache rouge qui avançait aussi plus bas, parallèlement à lui. Le bruit de caillasses déboulant à chacun de ses pas montrait bien qu'il ne cherchait pas à se cacher. C'était comme un signal de paix et de respect entre ces deux âmes qui arpentaient les hauteurs du volcan. C'est alors qu'il avait aperçu 2 mètres sous ses pieds l'éclat mauve et violet d'un bloc d'améthyste, gros comme une tête. Bien que la pente soit très raide, il n'avait pu résister à l'envie de se précipiter pour saisir ce morceau de lumière. Et là, tout avait chaviré dans une pluie de pierres. C'était comme s'il roulait sur une montagne de noix. Il réussit à maintenir son équilibre sur quelques mètres, puis bascula dans le claquement, le crissement sans fin de cette coulée de lave froide. Il avait bien tenté de ralentir sa chute avec les pieds, avec les mains, mais tout lui échappait, aucune prise ne tenait. Sa douloureuse glissade lui sembla durer une éternité. Il eut juste le temps de voir enfin, au bout de cette dégringolade, de cette cascade de pierres, le visage de Lita. Puis, un grand choc heurta son crâne et tout son être disparut dans un tourbillon noir. Lorsqu'il sortit de son étourdissement, la première chose qu'il sentit furent les cheveux de cette femme qui, à genoux, était penchée sur lui. Elle susurrait des petits mots comme on fait une prière. Elle avait glissé une de ses mains chaudes sous la nuque de Théo et de l'autre appuyée doucement sur son front. Il n'ouvrit pas les yeux tout de suite. La sensation était si douce. Il avait bien trop peur aussi que, le sentant éveillé, Lita ne s'éloigne de lui. À cet instant, il se souvint comment, enfant, pour rassurer sa mère, il feignait de dormir. Il savait qu'elle resterait là, encore un petit moment, assise sur son lit, à simplement le contempler, et c'était bon de se sentir aimé, sans avoir rien à faire que de se prélasser dans les images qui précèdent le sommeil. Lorsqu'il était enfin sorti de cette torpeur, délicatement, Lita avait retiré sa main dessous sa nuque et elle était pleine de sang. Il avait voulu se redresser et là encore, tout étourdi, la contemplant vraiment pour la première fois, alors qu'elle se reculait imperceptiblement, il fut saisi par la beauté, la densité, l'équilibre de son visage. Ses yeux noirs exprimaient l'inquiétude et semblaient incapables de quitter le regard de Théo. Ne dit-on pas que les grandes rencontres sont des électrochocs? Elles nous laissent vider, sonner, cœur battant, comme en apnée, dans une zone se situant entre le cortex et le bassin, là où enfin il n'est plus nécessaire de réfléchir, là où il est simplement lumineux, évident, que l'urgence est d'assembler enfin ce qui était perdu depuis la nuit des temps. Théo avait alors pris dans les siennes cette main couverte de son propre sang, et elle ne l'avait pas retirée tout de suite. Il ne s'était rien dit, mais l'un et l'autre semblaient retarder le moment.
où l'absurde nécessité de la parole reprendrait le dessus. Puis, comme à regret, elle s'était détachée de cette tendre étreinte, avait déposé près de lui avec un petit sourire l'améthyste tueuse, et faisant demi-tour, après un dernier regard, comme pour s'assurer qu'il allait vraiment mieux, sans un mot, elle était repartie vers la forêt. Théo en avait rencontré des femmes, dans la rue, dans des cafés, au jardin des plantes, sur des bancs, dans l'électrique danse des métros, à la fac. Mais une rencontre comme celle-là, après une douloureuse et longue glissade suivie d'un étourdissement dû au choc d'un bloc d'améthyste sur son crâne, jamais. Voilà comment il a rencontré l'Italie.